Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire à tempo sur TINA 2021 R1. Je suis ravi de vous accueillir ce matin. Vous êtes très nombreux. Je suis Nick Crisp de l'équipe marketing à Paris et je suis avec Renaud Bonnevi. Bonjour Renaud Bonjour, bonjour Nick. et bienvenue à toi et bienvenue à tout le monde. Donc je vais passer la main à Renaud pour nous parler des nouvelles fonctionnalités de cette version de TINA. C'est la troisième version de l'année qui s'apprête à sortir. Et vous êtes très nombreux, comme je disais, à être connectés à cette session. Donc, si vous avez des questions, c'est possible qu'il y ait des questions ce matin. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions qui se trouve à droite de la partie chat dans Livestorm. Et puis, on va essayer de répondre à vos questions pendant la session. Bien après, Renaud, il va prendre aussi quelques questions. On aura quelques minutes à la fin pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. La présentation va durer une vingtaine de minutes et sans plus tarder, je passe tout de suite la main à toi, Renaud. Merci beaucoup. Oui, bonjour, merci. Merci à tous. Bonjour Nick. Donc, nous allons démarrer la présentation directement. Je suis Renaud Bonnevie, Technical Product Manager application chez Atempo. Au cours de cette session, nous allons parcourir le sommaire suivant. Donc, je vais vous présenter les nouveautés de cette version de TINA, enfin, une année riche pour TINA. Donc, nous allons voir la roadmap avec toutes les nouveautés que nous avons apportées sur TINA sur cette année. Nous allons parcourir notamment souligner certains modules, donc notamment les évolutions qui ont été réalisées sur Microsoft 365, aussi les évolutions qui ont été effectuées sur les hyperviseurs, notamment Nutanix et OpenStack. Et nous allons voir que nous continuons à enrichir l'interface web pour toujours apporter des nouvelles fonctionnalités et une meilleure expérience utilisateur. Donc, je vais commencer par vous un petit peu indiquer les évolutions majeures de cette version TINA 2021 R1. Mais pour ce, je voulais quand même reparcourir un petit peu la roadmap pour vous montrer que c'est une année très riche pour TINA. On voit notamment que TINA 2021 a commencé avec toujours une capitalisation, une amélioration des évolutions autour du web. On a vraiment cette initiative de vouloir à terme enlever le client lourd ou les clients flash qui pouvaient exister sur TINA pour offrir qu'une seule interface web très riche. Donc, un accent est mis à améliorer en continu cette interface web. D'où l'initiative qui a commencé en TINA 2021 avec l'administration web qui a été complètement rétablie dans cette interface web. L'effort sur la partie REST API pour permettre à l'application TINA de se connecter dans son environnement avec les différents produits et applications. Donc, on voit que l'interconnexion est un challenge de plus en plus. Le Direct Backup to Cloud qui nous a ouvert des ouvertures vers le cloud. Et évidemment, les évolutions sur le GVA. Donc, GVA, c'est le Generic Virtualization Agent, qui nous a permis de pouvoir développer des nouveaux agents d'hyperviseur beaucoup plus vite, tout simplement en mutualisant la technologie de sauvegarde d'hyperviseur. En gros, on offre une homogénéité dans la manière dont on va sauvegarder, restaurer les hyperviseurs et on n'a plus qu'à changer les connecteurs. Donc tout ça s'est ressenti dans la mesure où cette année, on a offert 2 nouveaux hyperviseurs, OpenStack et Nutanix, disponibles maintenant pour pouvoir justement sauvegarder, restaurer ces hyperviseurs. Alors, comme vous pouvez le voir, en 2021, il y a la partie Microsoft 365 et Teams, notamment aussi la partie restauration. Donc, on l'a mis un petit peu en avant parce qu'il était initialement prévu qu'on le sorte en TINA 2021 R2. Et on l'a avancé parce qu'on a beaucoup de demandes sur le sujet. Donc, les développements ont été clairement avancés pour être finalement disponibles maintenant en
en R1. Donc, dans la version mi-décembre, on sera capable de vous fournir cette version et vous pourrez du coup l'évaluer. On a mis aussi un programme en place bêta début décembre pour pouvoir permettre aux clients de le tester en avance de phase et nous faire des retours de manière à ce qu'on puisse encore améliorer ce Microsoft 365, apporter des nouveautés qui répondra vraiment à vos besoins. Et évidemment, on voit que la version continue à capitaliser sur toute la partie restauration web, avec notamment une resto web application, une resto web VMware Files, que je vous présenterai aujourd'hui, donc je ne vais pas en parler en long là, et je vais vous l'introduire très rapidement, et les supports de nouvelles plateformes. On voit quand même qu'on a laissé une partie M365 Easy Setup pour début d'année prochaine. Il s'agit là d'un module qui va venir faciliter la création des droits et de l'Enterprise Application dans le tenant Azure. En gros, l'idée, c'est vraiment de vous fournir un outil one-click. Vous allez, pour pouvoir configurer votre connexion auprès de votre tenant Microsoft 365 Azure. L'idée, voilà, c'est on a une interface web, on s'authentifie et automatiquement, tous les droits sont créés et vous allez pouvoir démarrer votre sauvegarde. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive dans un second temps, mais qui sera fourni avec évidemment les évolutions ou les retours fournis lors du bêta programme. Donc on prévoit aussi de rajouter les améliorations suggérées par les bêta-testeurs. Et on voit que dans la lignée de notre roadmap, on a toujours en tête la sécurité de nos applications. Donc, on travaille beaucoup sur le security by design et on rajoute aussi des fonctionnalités qui permettent cette sécurité parce qu'on voit que de plus en plus la cybercriminalité a le vent en poupe. Donc, il faut fournir des outils qui puissent restaurer une production pour les différentes raisons et aussi qui apporte plus de sécurité, d'où la partie two-factor authentification qui vient en 2022. Toute la gestion des mots de passe sera revue avec de l'optimisation autour du Password Policy Management et on va retrouver le S3 Object Lock qui va dans la lignée des évolutions qu'on a fait sur le Direct Backup to Cloud et qui viennent apporter justement l'immutabilité au niveau de notre S3. Donc, je commence par le premier sujet qui est évidemment Microsoft 365. Donc, c'est un sujet sur lequel on a travaillé tout au long de l'année. Juste pour référence, Tina 2020 fournissait déjà une version de Microsoft 365 qui était focalisée là sur les mails et sur la partie OneDrive. Donc, les mails dans Exchange Online et la partie OneDrive. Donc, ce que vient rajouter cette version de Tina 2021 R1, c'est justement toute la partie calendrier et contact au niveau d'Exchange Online et surtout SharePoint Online avec la sauvegarde des sites, des sous-sites, tout le contenu, des listes et évidemment la sauvegarde de Microsoft Teams avec les sites, les channels, les messages et les chats. On voit aussi qu'on sauvegarde la partie Office Group parce que ça reste un élément moteur du mécanisme Microsoft 365 au sein de Microsoft 365 dans la mesure où ce sont tous les droits de profil utilisateur avec soit les profils standards, soit les profils personnalisés qui vont justement guider le paramétrage de votre entreprise sur les vues ou les accès de vos utilisateurs sur SharePoint, OneDrive, Teams, etc. Donc, il est important là aussi de le sauvegarder et de pouvoir le restaurer. Donc, une petite démo pour illustrer tout ça. Je vais vous montrer un petit peu comment on crée cet agent Microsoft 365 aujourd'hui dans Tina. Donc, il suffit tout simplement, comme vous le voyez, de rajouter un agent, d'aller sélectionner l'agent Microsoft 365 dans la liste. Et après, on va pouvoir déclarer
le nom de l'agent qu'on souhaite. Donc là, je décide de mettre N365, de déclarer le serveur sur lequel on a la solution installée. Et là, on va venir renseigner les informations du tenant Azure avec notamment l'ID application, le secret, et on va tout simplement pouvoir terminer cet agent. Là, on va pouvoir rajouter évidemment une stratégie avec là décider de planifier une sauvegarde totale de manière hebdomadaire et une sauvegarde incrémentale journalière, mais là c'est au choix de chacun. Et une fois qu'on a fini ça, il nous reste une dernière étape qui est de pouvoir sélectionner ce qu'on veut sauvegarder au niveau de l'agent. Donc, qui peut être soit des boîtes mail d'utilisateurs, soit des utilisateurs en particulier, soit, comme on le voit, les nouveautés Teams et SharePoint. Donc, on va avoir la liste des sites, des sous-sites qui seront disponibles et qu'on va pouvoir sélectionner. Et une fois qu'on a configuré ça, on va pouvoir lancer la sauvegarde sur la configuration qu'on s'est établie. La restauration après est dans un deuxième temps, donc on retrouve une nouvelle tuile Microsoft 365 avec les différents modules Exchange, OneDrive, Teams, parce que chacun va restaurer des objets différents. Donc là, en l'occurrence, on est dans Exchange et on va avoir la liste des utilisateurs qui ont été sauvegardés et pour lequel on va pouvoir par la suite restaurer soit un utilisateur entier, soit un email ou une boîte aux lettres, un dossier et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir très précisément restaurer les éléments qui ont été perdus par l'utilisateur ou qui ont été dégradés. Donc, je vais continuer. Alors, voilà, le prochain point que je voulais évoquer était la partie, justement, avantage de la licence TINA de manière globale. Donc, j'en profite pour l'évoquer ici parce que c'est un avantage particulier, notamment par rapport à Microsoft 365, mais aussi globalement, parce que globalement, la licence verticale vous permet d'avoir un contrat sur une période de temps, donc ça peut être un contrat de 3 ans. Cette licence verticale, elle va être suivant un critère qui vous est propre, donc si vous êtes dans l'éducation, c'est un coût à l'étudiant, si vous êtes à l'hôpital, c'est un coût au lit, et ainsi de suite. Et il y a un avantage quand même très important, c'est que tout est compris dans cette licence. Donc ça veut dire que si aujourd'hui vous avez TINA avec une licence verticale, vous n'avez pas à vous préoccuper de votre environnement. En gros, si vous avez des hyperviseurs variés, les nouveaux hyperviseurs qui sont rajoutés dans TINA, comme Nutanix par exemple, sont automatiquement pris en compte dans cette licence verticale. Les environnements Microsoft 365 qui sont de plus en plus importants aujourd'hui et beaucoup de concurrents facturent au jeton, là aussi sont complètement compris. Donc, si vous augmentez en nombre, ça ne change rien non plus. Les VM donc, sont calculés de manière illimitée, donc il n'y a pas de limitation. Donc, cette licence verticale a un réel avantage dans la mesure où toutes les applications, toutes les OS, la virtualisation, les plateformes, les stockages font partie de cette licence et donc vous offre une solution complète 360. Donc ça, c'était juste cet aparté qui me permettait de le souligner et qui reste quand même un critère important et à connaître. Donc maintenant, je vais parler un petit peu de Nutanix, qui est donc le nouvel hyperviseur qu'on sauvegarde aujourd'hui. Pourquoi Nutanix? Alors, Nutanix détient à peu près 23,4% du marché mondial des infrastructures hyperconvergées, autrement dit les HCI, Hyperconverged Infrastructure, depuis début 2021, et ce selon le site Statista. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que Gartner a entièrement remis à plat son Magic Quadrant pour les infrastructures hyperconvergées en les resserrant sur les logiciels d'infrastructures hyperconvergées capables de s'exécuter sur les serveurs de plusieurs fournisseurs. Et donc, du coup, effectivement, les différents acteurs de solutions hyperconvergées comme Cisco, Dell EMC, HPE, et Huawei sont exclus de ce dernier quadrant paru en décembre dernier, ne laissant que Nutanix et VMware dans le carré.
Et donc, fort de son partenariat avec VMware, Nutanix se déploie chez de plus en plus de clients qui recherchent justement ces infrastructures complètement bundlisées, hyper convergées, et qui offrent du coup des avantages en termes de souplesse sur les infrastructures des clients. Donc, ce critère-là nous a effectivement guidés à se dire aujourd'hui, il est important d'avoir Nutanix dans notre portfolio. Donc, on a rajouté un agent TINA pour Nutanix AHV qui permet du coup de faire la sauvegarde complète des VM Nutanix AHV, une sauvegarde évidemment sans agent, avec la restauration possible des différents composants, restauration manuelle étant là aussi compatible, et puis l'utilisation du CBT pour tout ce qui est restauration incrémentale. Donc, je vais vous montrer rapidement comment créer cet agent. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il suffit de déclarer un nouvel agent, d'aller sélectionner dans sa liste le fameux agent Nutanix Virtualization Agent. Et comme tout à l'heure, pour l'application Microsoft 365, on vient déclarer le serveur, on va mettre un nom pour l'agent qui nous intéresse, et on va renseigner les informations du serveur Nutanix qui est hébergé. On peut aussi renseigner les informations du local de connexion. Et après, on vient mettre en place une stratégie avec cette fois-ci là aussi une planification totale hebdomadaire, comme je viens de la sélectionner. Et après, on va pouvoir déclarer une sauvegarde incrémentale journalière. On a des options évidemment sur le paramétrage, sur le formatage de données en sauvegarde. On va pouvoir après, là encore, faire notre sélection de sauvegarde et afficher soit la sauvegarde de toutes les machines faisant partie de Nutanix, ou alors une machine en particulier. Donc, une fois réalisé, on va après pouvoir lancer la sauvegarde, et la première étant une totale sur l'environnement Nutanix. Donc là, la sauvegarde a démarré et est lancée. Donc ça fait partie donc des nouveautés. L'autre nouveauté, c'est OpenStack. Alors, TINA 2021, la version juste qui précède la 2021 R1, avait déjà commencé le travail sur OpenStack. D'ailleurs, c'était le premier travail d'agent hyperviseur avec, comme je le disais, la partie GVA, Generic Virtualization Agent. Donc, c'était le premier agent sur lequel on s'est fait la main sur la nouvelle sur le nouveau bundle GVA qui permet justement de créer des agents plus rapidement. Donc, pourquoi on avait choisi OpenStack pour la TINA 2021 ? Tout simplement parce que l'adoption d'OpenStack est en hausse et de plus en plus considérée comme une alternative rentable au cloud public. Et on a observé que la pandémie de Covid-19 a accéléré cette adoption du cloud. D'ailleurs, même les sondages utilisateurs réalisés par OpenStack soulignent que 18% des organisations utilisent OpenStack comme fournisseur d'infrastructures, suivi de 13% en tant que fournisseur de cloud privé et 70% du type de déploiement étant un cloud privé hors site. Donc, OpenStack permet vraiment d'augmenter l'efficacité opérationnelle chez nos clients et du coup la capacité d'innover. Donc, c'est ce qui nous avait décidé à l'époque de faire l'agent OpenStack. Donc, on a à ce moment-là fourni un agent qui était capable de sauvegarder complètement les machines virtuelles. Là aussi, c'était un sans agent parce que ça mappe la technologie du GVA qui est donc compatible à OpenStack et Nutanix. La restauration des composants individuels, restauration manuelle, et ce qu'on a rajouté du coup, les évolutions qui ont été rajoutées en 2021, c'est la gestion de sauvegarde incrémentielle qui n'était pas finie en 2021. Du coup, avec la prise en compte du CBT, la restauration granulaire des machines virtuelles et la sauvegarde vers des disséminations S3. Donc là, c'est vraiment la mise en place du Direct Backup to Cloud depuis l'agent OpenStack directement. Donc ça fait partie des nouveautés qui ont été récemment rajoutées.
Donc là, je vais vous montrer justement qu'on peut restaurer un agent OpenStack. Donc maintenant, on a cette option de pouvoir le faire directement depuis la liste des agents, comme vous pouvez le voir, ou alors, comme je l'ai montré tout à l'heure, depuis la tuile OpenStack, où on va venir sélectionner l'application OpenStack qu'on souhaite restaurer. Il va nous afficher les VM qui ont été sauvegardés. On a maintenant les différentes instances. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir retrouver les différentes instances de sauvegarde. Donc on peut en restaurer une ultérieure, suivant les différents besoins qu'on peut avoir autour de ça. Une fois qu'on a sélectionné la période de restauration, on va avoir deux modes maintenant, le mode Vault qui restaure tout, ou le mode manuel qui va permettre d'afficher les informations du disque. Et après, on va avoir ces options de destination de sauvegarde avec la restauration à l'origine, si on souhaite renommer la VM ou pas. Donc voilà, différentes options de sauvegarde qui vont nous permettre là aussi de restaurer toute la partie OpenStack. Voilà pour OpenStack. Donc maintenant, je vais souligner l'importance de la partie web. Donc, la partie web que vous avez pu voir, donc c'est vraiment celle sur laquelle on capitalise. L'objectif, c'est d'une part simplifier les développements, parce qu'aujourd'hui, maintenir 3 interfaces utilisateurs, ça demande évidemment beaucoup d'efforts de développement. Donc, on focalise complètement sur cette nouvelle interface web, qui est d'ailleurs beaucoup plus agréable en expérience utilisateur. On va essayer de traiter beaucoup plus de choses dans cette interface de manière intuitive pour les utilisateurs. L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'expérience utilisateur, répondre aux exigences clients et aussi de relever les nouveaux défis SaaS et web. Alors, quels sont-ils? C'est principalement le fait de pouvoir aujourd'hui répondre à un besoin d'un prestataire de service à valeur ajoutée. Il a besoin de pouvoir intégrer la sauvegarde comme un service rapidement et de pouvoir le white labeler s'il le souhaite. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir fournir une interface qui soit suffisamment flexible pour pouvoir s'intégrer dans son infrastructure actuelle, que ce soit un client, que ce soit un partenaire, que ce soit un prestataire de service, d'avoir les API qui vont lui permettre de créer les automatismes et les intégrations nécessaires, et d'avoir une souplesse au niveau de l'interface pour pouvoir justement répondre à des problématiques d'affichage, de logo et autres. Donc, d'où le focus qu'on fait sur cette interface web. Donc, je vais vous montrer justement des démos sur les nouveautés sur la partie interface web Resto qui n'étaient pas encore disponibles et qui sont maintenant rajoutées. Donc, on a maintenant les Resto Web Application File System qui sont disponibles. On voit que suivant le type de Application File System sélectionné, on va avoir des critères différents d'authentification, donc soit le rajout d'un domaine, soit automatiquement le mot de passe. Et à partir de là, on va pouvoir se connecter et afficher les différents dossiers, répertoires et éléments. Donc là, je vais descendre un certain nombre d'éléments et on va retrouver un fichier. Comme je l'ai montré tout à l'heure, on va pouvoir retrouver les différentes instances de temps et restaurer un élément dans un moment précis. Et à partir de là, on va avoir des choix de sauvegarde avec soit le répertoire de restauration, soit le répertoire d'origine, soit un des répertoires sélectionnés avec des options telles que renommer le fichier existant s'il existe déjà, renommer le fichier restauré, enfin, on a différentes options. En cas d'erreur, ignorer ou annuler. Enfin, donc, on va pouvoir avoir les différentes options qui vont nous permettre de faire les bons choix sur une restauration. Donc, ça, c'était pour l'Application File System. Après, on a une autre interface web qui a été améliorée, c'est celle de VMware. Donc, VMware existait déjà dans la version de Tina 2021. Là, ce qui a été rajouté, c'est la partie Resto Mode File. Donc, on va pouvoir maintenant sélectionner une VMware, les machines qu'on souhaite restaurer. Là aussi, on va s'authentifier.
Et par la suite, on va pouvoir choisir si on veut une resto mode vol, comme on a pu le voir auparavant, ou mode fichier. Donc là, en mode fichier, on va charger l'ensemble des fichiers et un administrateur va pouvoir comparer les fichiers montés avec les fichiers de destination et ensuite, ainsi pouvoir restaurer manuellement les fichiers qui l'intéressent. Donc voilà, on a fini un petit peu avec les différentes démonstrations. Donc il me reste un dernier sujet à évoquer lors de cette présentation, qui est finalement les nouvelles compatibilités. Donc on rajoute aussi dans Tina 2021, on continue à rajouter les nouvelles plateformes qui arrivent, enfin, les nouvelles versions de plateformes. Donc là, en l'occurrence, c'est le support de ONTAP 991 en NDMP et la prise en charge aussi de Dell Unity 5.1 en NDMP. Donc, voilà pour les différents points qu'on a pu voir dans cette présentation. Je vais laisser maintenant la place aux questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser les différentes questions que vous pouvez avoir. Évidemment, je vais reprendre mon interface pour lire les questions. Merci Renaud, merci beaucoup pour cette présentation très riche. Je regarde les questions. J'ai quelques questions pour toi Renaud. Pardon. Oui, la première question que je vais afficher. Oui, c'est sur la date de sortie de Tina 2021 R1. Je pense que tu as parlé de décembre, c'est ça, avec la partie bêta. Alors, oui, la date officielle est le 20 décembre. Donc, le 20 décembre, la version Tina 2021 va sortir. Le programme bêta, je l'ai dit, sera lui dès début décembre. Donc, des clients se sont déjà portés volontaires. On peut évidemment en inclure d'autres. Et à partir du 20 décembre, tous les clients bénéficieront de la version avec toutes les nouveautés qui ont été présentées aujourd'hui. Très bien. Une question justement sur la partie Microsoft 365. Est-ce qu'on prévoit de sauvegarder OneNote? Je ne sais pas si tu as parlé de ça pendant la presse. Alors, effectivement, donc ça, c'est une bonne question également. Sur tout ce qui est fonctionnalité Microsoft 365, Microsoft 365 s'agrandit très largement avec des nouvelles fonctionnalités régulièrement. Donc, OneNote est quelque chose qui court. On a commencé déjà l'étude sur OneNote. Donc, très prochainement, on devrait pouvoir offrir OneNote, mais aussi les autres modules que Microsoft est en train d'inclure. Donc, on reste dynamique dans le fait de pouvoir rajouter des nouvelles fonctionnalités ou du moins couvrir les nouvelles fonctionnalités que rajoute Microsoft 365. Donc, OneNote sera, à mon avis, partie d'une version en 2022. On aura du OneNote ainsi que d'autres modules qu'on a déjà identifiés. Très bien, merci beaucoup. Une question sur les API. Quel type d'API on propose pour les intégrations avec Tina? Alors oui, aujourd'hui, on dispose donc de REST API qui sont disponibles. On a un Swagger, donc on tape une URL et on va pouvoir accéder à l'ensemble des méthodes que fournit notre API. Donc, cette API est développée en REST API, comme j'avais dit, donc dans les dernières technologies, et directement accessible depuis l'interface web en tapant une URL particulière. Donc, tout ça est précisé dans la documentation et nos équipes peuvent aider justement à configurer les REST API s'il y a des questions dessus, bien sûr. Parfait, merci Renaud. Donc, vous avez à l'écran donc l'adresse email de Renaud, donc n'hésitez pas à contacter. On va laisser la session ouverte encore quelques minutes si vous avez des questions encore à nous poser. Peut-être Renaud, de ton côté, tu Oui. as d'autres là, ouais. J'ai vu une question qui demandait quand est-ce qu'on aurait quand est-ce qu'on aurait basculé 100% sur les fonctionnalités web de manière à ne plus jongler entre les trois interfaces. Donc, on se laisse justement, je pense en cours d'année 2022, on devrait arriver à avoir gommé la majorité des choses. L'idée, c'est très rapidement. Si on l'avait pu faire en 2021, on aurait été content. On voit qu'on a encore des choses qui
qui sont à convertir. Donc, oui, on essaye d'ici les 6 prochains mois, si on le peut, de pouvoir gommer et d'avoir tout qui soit disponible en 100% web. On laissera le client lourd un instant pour ceux qui l'utilisent encore et pour petit à petit le basculer en 100% web. J'étais en train de parcourir les questions. Et merci au passage à Mathieu qui a répondu. Qui a répondu à beaucoup de questions déjà. Armel, bien sûr, à la technique aussi avec nous. Alors, il y avait des questions aussi sur les performances de Tina sur la sauvegarde des boîtes aux lettres. Donc, il y a des points d'amélioration qu'on est en train de couvrir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs architectures possibles qui pourraient optimiser la sauvegarde et la rapidité de sauvegarde, parce que on se retrouve maintenant dans des infrastructures beaucoup plus complexes avec des installations on-premise qui vont sauvegarder des clouds. Donc, il peut y avoir des optimisations faites au niveau réseau, etc. Donc, on va effectivement proposer différentes architectures possibles, voire même, pourquoi pas, dans un temps assez proche, un Tina as a Service dans des marketplaces, pour là aussi optimiser les performances et proposer des différents niveaux d'optimisation. Donc, il y a des travaux qui sont déjà en cours sur les optimisations, sur les architectures qui sont possibles. Donc, dès début d'année 2022, on sera capable de vous proposer des améliorations là-dessus. Les retours clients bêta sont là aussi pour nous des options où on va pouvoir proposer des optimisations. Donc, si vous êtes intéressé et que vous n'étiez peut-être pas satisfait des performances de la 2020. De la 2021, R1 a été beaucoup amélioré en termes de performance et le bêta nous permettra aussi de vous mettre en place des optimisations ou d'étudier d'autres options d'optimisation, si ça vous intéresse. Très bien. Merci beaucoup, Renaud. Donc, je pense qu'on a dépassé un petit peu déjà le slot prévu. Donc, je tiens à te remercier, toi, Renaud, bien sûr, pour ta présentation, pour la réponse aux questions et bien sûr à vous d'être là ce matin, très nombreux à assister à ce webinaire. J'espère qu'il vous a été utile. On en aura bien sûr d'autres, vous avez compris, en 2022 avec l'évolution continuelle de notre solution de sauvegarde Tina. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Merci Renaud encore et bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Et pour les questions, on va continuer à laisser la session ouverte quelques minutes si vous avez encore des questions. Et puis, bien sûr, on vous répond par email si on n'a pas eu l'occasion de répondre directement. Merci.